Merci. Alors effectivement, j'ai fait un petit peu de route. J'arrive de Bordeaux, où on réalise des essais plutôt dans le sud-ouest, plutôt dans le Lot-et-Garonne, ceci, en collaboration avec ACCO, et puis depuis maintenant, on va dire quelques mois, avec Unilassal, où on a notamment une bourse de thèse avec une doctorante qui a débuté sa thèse au 1er janvier. Donc je vais vous présenter un petit peu les résultats qu'on a obtenus au cours des 4 dernières années de l'expérience, mais je vais présenter surtout les résultats de l'année 2020-2021 sur ce qu'on appelle du relais cropping. L'objectif de cette technique, c'est d'essayer d'avoir une couverture permanente du sol en ayant 2 récoltes au cours d'une année. Généralement, on se focalise dans nos essais sur une céréale d'hiver et une légumineuse au printemps, mais ça peut varier. Il y a différents types de relais cropping qui existent. Alors pour poser un petit peu le contexte, on l'a vu déjà ce matin dans le premier exposé, il y a différents types d'associations qui sont possibles. Donc ces associations, c'est ce qu'on appelle culture associée, c'est une culture simultanée qui peut être semée ou récoltée en même temps ou pas. Donc, dans le cas du relais cropping, c'est clairement dissocié dans le temps au niveau du semis et au niveau de la récolte. Alors, le plus classique dans le sud-ouest de la France, ce qui est fait, c'est une orge suivie d'un soja en dérobé. Mais le succès du soja en dérobé dépend vraiment de l'année, et notamment de la pluviométrie à l'automne qui permet ou pas de le récolter. Et donc pour anticiper ces problèmes, le relais cropping se situe ici, où le soja notamment est implanté 2 mois avant la récolte de l'orge. Et je vais vous expliquer comment on réalise ces essais. Alors ce matin, on a vu aussi les colzas associés, je ne vais pas en parler. En agriculture biologique, il y a beaucoup de cultures associées de type blé lentilles, blé févrole, blé pois, etc. Et on réalise aussi de nombreux essais de suivi où on vient implanter du blé en semi-direct dans un couvert permanent. On l'a vu également ce matin. L'objectif ici, c'est de regarder l'impact que ça a sur la réduction des intrants, le stockage du carbone dans les sols, le carbone organique dans les sols, et puis voir si ça peut favoriser la conversion en agriculture biologique. Alors tout ça, je ne vais pas en parler, mais ça a été notamment initié par les directives nitrates, le verdissement de la PAC, les nouveaux éco-régimes qui sont en place en janvier 2023. Et puis, je suis aussi impliqué dans ce qu'on appelle l'initiative 4 pour 1000, qui a pour but d'essayer de stocker 0,4% de carbone dans les sols afin de compenser les émissions de CO2 anthropiques. On pourra en parler un petit peu. Donc là, j'ai mis juste une diapo sur vous présenter l'essai que l'on suit, on va dire, avec une luzerne permanente sur plusieurs parcelles. Alors, contrairement au nord de la France, dans le sud-ouest, on implante cette luzerne dans un tournesol. Elle est semée le même jour que le tournesol, juste avant le semis du tournesol, avec un angle de 90 degrés. À la récolte du tournesol, on a une luzerne qui est bien implantée, comme ça, elle est semée entre 8 et 10 kg/ha. Et on vient semer en direct le blé dans les jambes de tournesol et la luzerne, qui fait une forte biomasse au moment du semis, ici, mi-octobre. Et ici, vous voyez le blé en semi-direct quelques semaines plus tard. Donc ici, on suit le taux de carbone organique des sols, également la fertilité des sols, etc. Donc je ne vais pas présenter de résultats aujourd'hui, je vais me concentrer sur le relais cropping, mais les résultats préliminaires montrent une chose. Donc dans toutes nos parcelles, il y a plusieurs modalités, il y en a 6 en fait, mais ici j'ai résumé autour de 3. Il y a un déchômage superficiel du sol avec des disques et un semis en combiné de semis. Un semi-direct directement dans les jambes de tournesol et puis le semi-direct dans le tournesol luzerne. Et le premier résultat, c'est que ce qui ne fonctionne pas bien, c'est notamment l'année 2021, le semi-direct dans les jambes de tournesol où on ne voit pas bien, mais on a toutes les traces des marques de roues de moissonneuses qui viennent impacter la densité de semis ici, alors que la densité de semis dans les 2 autres modalités est beaucoup plus importante. Bien sûr, on tirera des conclusions un peu plus précises que ça à la fin de l'année. Mais aujourd'hui, je vais vous parler surtout donc, du relais cropping.
qui est une technique un petit peu plus alternative, qui demande pas mal de réflexion. Je rends mon collègue d'ACCO, où souvent on se pose des questions, notamment sur comment pouvoir passer avec un tracteur entre des cultures déjà installées, dans les rangs des cultures déjà installées. Alors, cette technique, on a décidé de la tester parce qu'il y avait 4 objectifs. Le premier, c'est d'essayer de faciliter la transition vers l'agriculture biologique, puisque le blé, il est semé 2 rangs sur 4, et donc ça laisse la place pour pouvoir biner la céréale 2 fois en hiver. Je reviendrai dessus. Le deuxième objectif, c'est d'essayer de conduire de l'agriculture de conservation des sols sans utilisation de glyphosate, puisque le soja est ramassé, l'intégralité est broyée, restituée au sol, et on peut refaire un semis-direct de blé juste après, sans avoir à détruire de couverts. Et puis, les objectifs 3 et 4, c'est d'atténuer les aléas climatiques, parce qu'on a deux récoltes en un an sur la même parcelle. Donc on ne met pas les œufs dans le même panier. Et puis essayer de réduire l'utilisation des pesticides, puisque ce sont des parcelles qui sont plus aérées, avec plus de diversité. Et donc on regarde si on peut réduire notamment l'utilisation des fongicides. Alors voici un petit peu la plateforme expérimentale. Tous les ans, depuis 2018, elle est constituée plus ou moins de cette façon-là, avec donc une céréale témoin, donc on a de l'orge, du blé. La même chose, mais suivie d'un soja en dérobé, qui est semé en semi-direct dans la paille le lendemain de la moisson. Et puis le relais cropping, qui lui consiste donc à semer 2 rangs sur 4 de blé, le 15 octobre ou le 30 octobre, et puis de venir donc quelques mois plus tard, ici en général on a 2 dates de semis, 24 avril au 8 mai selon les années, donc ces 2 dates à 15 jours d'écart, on vient implanter le soja dans les rangs qui sont laissés disponibles. Et puis on a bien sûr le soja en conventionnel, qui lui est semé classique avec un semoir monograine avec un espacement de 60 cm. Ici, on sème un espacement de 50 cm. Voici à quoi ça ressemble. Donc ici, c'est du blé, 2 rangs sur 4. Ici, c'est de l'orge, 2 rangs sur 4. Sortie de l'hiver, on va dire. Ce n'est pas le même stade phénologique. Hein. Voilà pour les variétés. Alors, le problème majeur de cette technique, c'est de trouver un petit peu les outils qui vont bien, puisque il faut éviter d'écraser une culture quand on implante l'autre, il faut éviter d'écraser une culture quand on la récolte. Donc ça, c'est une problématique assez importante. Donc, pour le moment, l'optimum qu'on a trouvé, on utilise un semoir de 3,50 m, et il faut un nombre de rangs pair. Un nombre de rangs impair sur un semoir pose de gros problèmes, puisqu'il faut laisser les 2 rangs de chaque côté ouverts. Et les 2 rangs ici en violet sont 2 rangs fermés. Donc on a 2 rangs fermés, 2 rangs ouverts, 2 rangs fermés, 2 rangs ouverts. Donc on sème à 12,50, ça laisse des espacements pour le soja de 50 cm. Et donc ça permet avec une voie de 2 mètres de venir semer le soja dans les rangs qui sont laissés libres lors du semis de la céréale. L'autre difficulté, c'est qu'on vient semer ce soja derrière les roues du tracteur et derrière les roues du semoir. Les roues du semoir sont aussi déplacées pour être en face les éléments semeurs. Alors cet après-midi, il y a une exposition du semoir. Donc ACCO a amené le semoir qui sera sur la ferme, où vous allez pouvoir vous poser des questions à ce moment-là sur la technique qui a été mise en place pour réaliser un petit peu ce design expérimental. Ici, c'est un premier prototype qui avait été développé par ACCO, avec on va dire un modèle assez ancien qui a été modifié largement. La première modification, bien sûr, c'est de surbaisser les éléments semeurs pour que la poutre et l'arbre de distribution ne viennent pas casser les épis, notamment dans une orge qui est très haute. Donc ici, on réalise tout au RTK, parce que c'est quand même beaucoup plus simple si les rangs de céréales sont plantés bien droits. C'est notamment pour l'implantation de la céréale, c'est important quand même d'avoir quelque chose de très droit. Si c'est très droit, on peut réaliser manuellement, hein, le semis du soja dans l'interrang. J'ai une petite vidéo ici.
très rapide. Donc, ça nécessite d'avoir des roues extrêmement étroites sur le tracteur, entre 230 et 270 cm, on va dire, pour pouvoir passer dans l'interrang, et d'avoir un semoir qui est avec des éléments qui sont surbaissés pour ne pas venir coucher donc la céréale. Voici à quoi ressemble la levée du soja dans l'interrang de l'orge et du blé. Alors pourquoi on a fait du soja? On a testé maïs, sorgho, tournesol et soja. Avec le tournesol et le maïs, nous avons eu beaucoup d'échecs au début et donc on ne maîtrisait pas la technique les premières années. Donc on a préféré se focaliser on va dire, la culture de printemps qui était la plus simple pour la levée. Et donc on a sélectionné le soja, mais ce n'est pas impossible aussi de le faire avec du maïs, mais on n'a pas de résultat ni sur maïs ni sur tournesol à ce jour. Alors, au mois de juin, ça ressemble à ça, le relais cropping. Ici, vous avez du blé. On voit quand même que le blé ne ferme pas complètement le rang. Je ne l'ai pas précisé. On sème 50% de la surface du champ, 2 rangs sur 4, mais on augmente la densité de semis sur la ligne et on sème donc à peu près 60% de la densité de semis du conventionnel. Donc ici, sur la ligne, on a augmenté un petit peu la dose. Dans une orge, par contre, on a conservé, on sème avec la même densité sur le rang, c'est-à-dire 50% de la densité de semis, 50% de la surface, et on voit que l'orge a une capacité de talage très importante et que c'est complètement fermé, que le soja est vraiment dessous, on ne le voit même pas. À la récolte, deuxième petit problème technique, c'est qu'il faut venir récolter le blé, et surtout l'orge qui à maturité a tendance à retourner vers le sol au niveau des épis, sans couper ou sans endommager trop le soja. Donc pour cela, on utilise des patins sur la moissonneuse qui viennent juste au-dessus des rangs de soja et qui viennent les rabaisser pour pas qu'ils soient attrapés par la barre de coupe. Et puis bien sûr, on utilise donc des remorques peseuses pour tester les rendements, etc. dans ces essais. Donc les premiers résultats que l'on a obtenus, donc ici c'est 2021, mais on fait ces essais donc depuis 4 ans, montrent d'une part que quand on fait du blé en relais cropping, on sème du soja en avril ou qu'on ne sème pas du soja dans une bande laissée témoin, on n'a pas d'impact sur le rendement. Le passage du semoir n'impacte en rien le rendement de la céréale. Deuxièmement, en relais cropping, on est à peu près ici, vous voyez, à 6 tonnes 7, 6 tonnes 8 hectares. Et en conventionnel, dans la même parcelle, on est à 7 tonnes 4. Donc on a une perte de rendement de 10%, et elle est de 11% sur le blé, alors qu'on a réduit la surface de 50%. Alors sur les années précédentes, on était plutôt entre une réduction de 15 à 17%. Cette année 2021 est une année très particulière au niveau de la climatologie. Donc moi je préfère retenir 15 à 17% de réduction du rendement de la céréale quand on fait un relais cropping. Je reviendrai dessus si... Donc le lendemain de la moisson, ça ressemble à ça, un chaume avec du soja au milieu. Quelques jours plus tard, une quinzaine de jours plus tard, on voit que le soja se développe assez rapidement. Et ici, vous avez donc le semis direct en dérobé donc dans la parcelle, elle est découpée en bandes, hein, tout est répété en bloc plusieurs fois. Et ici, vous avez le semis en dérobé directement après la moisson. Alors là, c'est à peu près mi-août. En mi-août, ici, vous voyez donc... De ce côté, vous voyez le semis en dérobé, et ici, vous voyez le relais cropping, et ici, vous voyez le conventionnel. 3 biomasses très différentes. Ces deux-là ont été semés en même temps, mais on voit bien que le relais cropping a quand même un délai. Il a été retardé phénologiquement. Il n'a pas la même biomasse que le conventionnel. Bon, le dérobé, il a été semé 2 mois plus tard, donc il est clairement très en retard. Sachant que dans le sud-ouest, le dérobé, c'est quelque chose qui se fait de façon très fréquente, mais il y a des années où on ne peut pas le récolter. Des années où on fait 0 de rendement, notamment si l'automne est très pluvieux. Donc voici la récolte du soja, toujours avec des pesées pour avoir les rendements très précis. Et donc ici, j'ai mis un résumé avec un revenu brut, ce que j'ai estimé. Donc lorsqu'on fait du relais cropping blé-soja, on voit que le rendement de soja obtenu est environ de 2 tonnes 7 hectares.
Et le dérobé en 2021, où il a beaucoup plu, c'était vraiment une année relativement facile au printemps, à l'été, puisqu'on n'a pas eu quasiment besoin d'arroser, et avec un automne très sec, le dérobé a été favorisé, donc on a réussi à faire 2,4 tonnes. Et donc on voit que les revenus bruts entre les deux types de cultures sont assez proches pour cette année. Mais je répète que bon, l'année 2021 pour le dérobé, c'est quand même pas une année très typique. Ce qui est très intéressant, c'est quand on compare un petit peu le comportement du soja dans le blé, où on a fait dans la même parcelle 2,7 tonnes, et dans l'orge, où là on est à moins de 2 tonnes. Donc il y a grosse différence de rendement. L'orge a un impact quand même très important sur le rendement du soja parce qu'il ferme le rang, il y a un très fort talage. Alors, au départ, on avait favorisé la culture de l'orge parce qu'il se ramasse un petit peu plus tôt que le blé. Mais finalement, il vaut mieux le récolter 1 à 2 semaines plus tard et favoriser l'aération du soja dans le rang parce que ça profite donc au rendement du soja. Bon, je répondrai à des questions si vous êtes dessus, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus. Donc actuellement, on continue ces essais, notamment donc, celui que je viens de présenter, où on a le même design expérimental cette année, mais uniquement avec du blé. On fait un essai aussi en Gironde, dans des sols de marais, là qui sont conduites en agriculture biologique. Ici, l'intérêt de l'agriculteur dans cette ferme, qui pratique déjà beaucoup de dérobé, c'est que lorsqu'il récolte son blé en agriculture biologique, on va dire début juillet, il laboure et ensuite il sème le soja. Et là, il a de gros problèmes d'adventice qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et donc, son idée, c'est un peu inspiré du semi-direct, c'est de venir implanter son soja 2 mois plus tôt, pour ne pas perturber le sol et avoir son soja déjà développé au mois de juillet, et donc de remplacer complètement son dérobé par du relais cropping. L'autre objectif de certains aussi, c'est que dans le cadre des écorégimes 2023, où il faut avoir une diversité des assolements, si on fait du blé soja tous les ans, on va voir quel est l'impact que ça a de faire un relais cropping continu tous les ans, blé soja, blé soja. Ça permet de déclarer à la PAC du blé une année et du soja l'autre année, puisqu'on a les deux cultures tout le long présentes sur la parcelle. Donc ça, c'est des choses que nous avons testées. Est-ce que, par exemple, dans la culture permanente de blé dans la luzerne, on fait 3 années de semi-direct de blé. Donc c'est tournesol luzerne, 3 années de blé. Ensuite, c'est du pois. Ensuite, on revient sur du tournesol. Et on n'a pas d'effet négatif de blé sur blé quand on sème dans un couvert permanent de luzerne. Donc là, on voudrait aussi tester, voir si on a blé soja, est-ce que ça a un impact négatif sur le rendement du blé et du soja au bout de 2-3 ans. Et quel est l'impact aussi sur la teneur en matière organique du sol. Donc vous le verrez. Merci. Vous le verrez sur le semoir. Le semoir est équipé en fait d'éléments chez Precision Planting qui permettent de mesurer la teneur en matière organique, la teneur aussi en eau, mais surtout en matière organique du sol. Et donc on peut cartographier la parcelle avec sa teneur en matière organique tous les ans à chaque semis. Et donc, au lieu de faire 2-3 carottages et de mesurer donc, au laboratoire sur 2 carottes qui ont été prélevées dans la parcelle la teneur en matière organique, de revenir 2 ans plus tard pour voir si ça a changé, même si on arrive à revenir au même endroit, c'est un petit peu compliqué. Là, on va essayer d'avoir des mesures, on va dire spatialement, de façon très importante tous les ans, pour voir si le fait de mettre une légumineuse dans la rotation a un impact sur la fertilité du sol et la teneur en matière organique. Et puis il y aura un essai donc, à Beauvais, où là c'est un relais cropping orge soja qui est présent sur site mais que je n'ai pas encore visité, donc il se trouve juste à côté. Enfin au laboratoire, on a des perspectives, notamment dans le cadre du doctorat de Viviane Schell, où ici actuellement on est en train de regarder quelles sont les variétés de soja qui pourraient être les plus adaptées au relais cropping, et notamment en sélectionnant des variétés les plus résistantes à la sécheresse au jeune stade. Donc
Viviane qui est dans la salle ici, utilise une technique qu'on a développée au laboratoire qui permet de mesurer la résistance à la sécheresse en mesurant la propagation de l'embolie dans l'appareil vasculaire des feuilles. Et via donc une feuille que l'on scanne, on peut voir la propagation de ces bulles d'air dans les nervures et à partir de quel niveau de stress ça se produit. Et donc on peut définir quelle est la variété la plus résistante ou la plus vulnérable à la sécheresse, comme ceci. Et donc on a sélectionné 20 variétés réparties dans les différents groupes de maturité, donc qui vont du groupe 2 au quadruple 0, je crois, si je ne me trompe pas. Sachant que dans le Nord, vous utilisez plutôt des triples 0, et dans notre essai, nous, c'est ce qu'on appelle ES Palador, c'est du groupe 1, qui est beaucoup plus tardif. Et enfin, dans un futur très proche, dans quelques mois, on va aussi utiliser une technologie de système à rayon X, où on va faire pousser en fait, du soja dans des sortes de barriques avec des seringues ici, où les racines vont pouvoir se développer. Et ensuite, on applique une sécheresse sur ces pots et grâce à ce scanner à rayon X, on peut identifier la racine et regarder à quel moment il y a une propagation d'embolie au sein de l'appareil vasculaire de la racine, mais aussi à quel moment on a une perte de contact entre la racine et le sol. À quel moment de stress hydrique ça se produit selon les variétés. On peut modéliser ça et puis regarder en fait quel est l'impact sur la résilience d'une variété donnée au stress hydrique. Voilà, donc je pourrais en parler un petit peu plus, mais je vais laisser le temps pour les questions. Je crois que j'avais rien d'autre. Voilà. Ici, il y a un petit article qui est sorti d'Internet vendredi dernier qui résume un petit peu l'essai que je vous ai présenté aujourd'hui, si vous voulez avoir plus de détails. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Delzon. On s'excuse aussi de vous presser un peu. Laissons place aux questions désormais. On a le temps. C'est parfait, on peut pas rêver mieux. Alors, par qui je commence? Élise va vous filer le micro. Merci. Bonjour, j'aurais voulu savoir si vous aviez des données économiques qui comparent un peu le système relais cropping et puis conventionnel. Alors, on n'est pas allé très très loin. On a juste allé sur le revenu brut. Ici, on a le blé en conventionnel avec 7 tonnes hectares. Et puis ici, j'ai pris de façon arbitraire le prix du blé le jour de la récolte. Cette année qui était élevé, mais qui est finalement pas si élevé que ça quand on regarde aujourd'hui. Et quand on regarde le relais cropping, c'est à 1 300 € de plus. Et là, le dérobé, finalement, fait aussi bien. Cette année, pourquoi s'embêter à faire du relais cropping alors que le dérobé a bien fonctionné? C'est là que je répète quand même que c'est très très rare d'atteindre 2 tonnes en dérobé sur un soja parce qu'on a du mal à l'amener à maturité et on a du mal à le récolter fin octobre. Un soja qui fait un bon rendement, en général dans le sud-ouest, on le récolte fin septembre. Plus on laisse passer de semaines au mois d'octobre et plus le risque est élevé de non-récolte finalement. Et puis de perte de graines, notamment par les gousses qui s'ouvrent. Je ne l'ai pas dit, mais le soja dans le sud-ouest, ça devient un petit peu l'or vert. Il remplace quasiment le maïs sur plusieurs départements. Il y a de moins en moins de maïs et de plus en plus de soja. Et alors cette année, c'est vraiment, il prolifère énormément quand on voit le prix de l'urée et de l'ammonitrate, puisque là, il n'y a aucun apport d'intrants, il n'y a ni de potasse, ni de phosphore, ni d'azote. Merci madame. C'est pour une question de curiosité, parce que le relais cropping, je ne connais pas vraiment bien. Dans l'itinéraire technique, donc vous semez votre blé, si j'ai bien compris, 2 rangs de blé, 2 rangs où il n'y a pas de blé, et ainsi de suite. Comment vous conduisez donc le désherbage du blé et ensuite après la fertilisation pour pas que le rang de soja on mette de l'engrais ou du désherbage? Là, je ne comprends pas bien comment vous faites. Je ne l'ai pas expliqué. Ouais. Donc, ce qui est important de faire, c'est de ne pas trop désherber chimiquement. Je suis passé assez vite parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais donc ici, il y a un désherbage de prélevé qui est fait. C'est le seul désherbage chimique qui est fait le jour du semis.
Ensuite, on s'est aperçu, on a eu des convenus avec certains désherbages tardifs de rattrapage notamment qui ont un impact très important sur la croissance du soja. Donc après fin novembre, il ne faut plus mettre de chimie dans le champ. Et donc ici, on fait 2 binages pour biner sur l'interrang. Le soja, on n'a jamais eu besoin de le désherber parce que soit l'orge, soit le blé ont maintenu une couverture. Et quand on regarde un petit peu les champs juste avant la récolte de soja, bon, voilà, on n'a pas vraiment d'adventices qui sont... Bon, il y en a un petit peu, hein, mais il y a eu 0 désherbage de la culture de printemps. Sur les 4 années d'essai, on n'a jamais eu besoin. Pardon, sur la fertilisation, donc il y a un apport je crois, une réduction de 60 unités d'azote sur la relais cropping par rapport au conventionnel parce qu'on est moitié surface. Donc c'est, de tête, mais je crois que c'est à peu près 130 unités au lieu de 190, quelque chose comme ça, à vérifier. Alors la fertilisation, elle a été ici en plein, hein, sur le champ. Elle a été faite, on va dire, en 3 fois. Dans le sud-ouest, c'est à peu près entre le 15 janvier et le 1er février pour le premier apport. Le deuxième apport, le 15 janvier, 1er février. Deuxième apport fin février. Et le troisième apport début avril, quelque chose comme ça. Ici, le fongi, j'en ai pas parlé non plus. On a fait... un demi-T2, un demi-T3 sur le blé. Mais le protégé ou pas? Soja, il y a 0 insecticide, 0 fongicide, mais en conventionnel, c'est pareil. Le soja, on ne fait jamais de fongicide, jamais d'insecticide. La seule chose qui est faite en conventionnel sur le soja, c'est un désherbage de prélevé, généralement. Et c'est pour ça que c'est l'espèce qui est privilégiée des agriculteurs bio dans le sud-ouest, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas d'azote à apporter, il n'y a jamais de fongi et jamais d'insecticide. Donc vous coupez une buse sur 2, en fait? Vous fermez une buse sur 2? Les fongis ont été faits avant le semis du soja. Le soja, il a été semé le 24 avril pour une modalité et le 8 mai pour l'autre. Et ça aussi, je ne l'ai pas dit, je suis passé assez vite, mais on n'a pas eu de différence de rendement sur le soja, qu'il soit semé 2 semaines plus tôt ou 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tôt, ça facilite le semis, parce que le blé et l'orge, c'est moins haut. 2 semaines plus tard, c'est un peu plus compliqué au semis. Par contre, à la récolte, c'est l'inverse. Le soja est un peu plus haut quand il est semé plus tôt et donc on ne peut pas baisser la coupe autant qu'on le souhaiterait. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas eu d'impact sur le rendement. De le semer le 24 avril ou le 8 mai, c'était exactement le même rendement. Et donc les fongis ont été faits préalablement au semis, oui, pardon. Merci beaucoup, monsieur, pour cette question complète. Et je pense qu'on peut remercier monsieur Delzon pour son intervention. Une petite dernière, rapidement, rien que pour vous. Vous avez observé une différence de développement des nodosités entre le relais cropping et le conventionnel? Bonne question, c'est ce qu'on doit faire, mais on ne l'a jamais regardé. Ouais. Non, on n'a jamais regardé. Merci, monsieur.